Hello à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire qui s'intitulera Ligne de fracture inquiétante. Donc, effectivement, donc là, on a assisté, on a eu un, comment dire, dans les 2 dernières semaines, on a eu d'abord un mouvement de capitulation, de panique sur les marchés, suivi d'un rebond la semaine dernière, un rebond qui semble avoir fait long feu, mais derrière, on va dire, derrière cette écume, il semble, en fait, on sent assister à de véritables lignes de faille qui sont assez inquiétantes et que je vais décrire dans cette vidéo. C'est un petit peu l'objet du point de marché de cette semaine. On va essayer un petit peu de prendre de la hauteur par rapport un petit peu au tumulte de l'actualité. Alors, je passe les disclaimers, que l'investissement, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, et bien que moi, je conseille d'investir, surtout l'argent dont on n'a pas forcément besoin à court terme, il faut quand même prendre des précautions. Alors, on va commencer justement par l'actualité. Alors, je vais essayer un petit peu de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, plutôt que de un petit peu de décrire juste les événements d'actualité. J'ai un petit peu, voilà, remonté un petit peu le fil du temps. Et en fait, 4 lignes de fracture semblent apparaître au grand jour. Alors, les 4 fractures, je vais les décrire. La première, c'est une fracture géopolitique. Quid de l'après-Poutine en Russie? Parce qu'évidemment, Poutine est en grande difficulté en Russie. Et alors, c'est bien beau de vouloir le démettre, évidemment, les Occidentaux veulent chasser Poutine du pouvoir, mais que va-t-il se passer après Poutine? Deuxième fracture, moins évidente, que l'on peut se poser, est-ce que Emmanuel Macron sera le dernier président de la Ve République? Parce qu'évidemment, il y a aussi des lignes de fracture qui apparaissent au sein de la société française, mais évidemment, nos médias insistent beaucoup sur l'Ukraine, la Russie, mais il faut pas aussi que ça nous empêche de regarder ce qui se passe chez nous. La troisième fracture, elle est au niveau européen. On a aujourd'hui une Commission européenne dirigée par Madame von der Leyen, mais qui est de plus en plus critiquée par des pays qui basculent à droite toutes. Et le titre qu'on peut se poser, est-ce que Georgina Meloni aura la peau de Madame von der Leyen? Et enfin, la dernière fracture, c'est la fracture monétaire. Est-ce que l'on va assister à un système, à un régime de faillite en cascade ou d'hyperinflation ou reset monétaire? Alors, je vais un petit peu décrire les quatre fractures. On va commencer par la première fracture qui concerne la Russie de Vladimir Poutine. Alors, le pouvoir de Poutine, de plus en plus menacé, mais est-ce que sa chute éventuelle ou pas réglera le problème? Parce qu'évidemment, quand on entend nos médias, en gros, on a l'impression que, en gros, le problème, c'est Poutine, et il suffit que Poutine s'en va, ou il abdique, ou il disparaît, et tous les problèmes seront réglés comme par magie. Alors, moi, j'essaie un petit peu de détricoter un petit peu ce qui se passe. Alors, cela peut paraître une bonne nouvelle, a priori, le fait que la Russie recule en Ukraine. Donc ça, moi, au début, j'ai eu du mal à y croire. Je pensais que c'était de la propagande, etc. Mais effectivement, quand on regarde sur le terrain, l'armée russe est en difficulté face aux Ukrainiens. Alors, souvent, on a tendance à se moquer de l'armée russe, etc. Mais en réalité, l'armée russe n'a pas en face d'elle une armée ukrainienne, même si je ne remets pas en cause le courage des Ukrainiens, mais elle a en face d'elle l'OTAN. Clairement, l'Ukraine est de plus en plus équipée, encadrée, appuyée par les forces otaniennes. On a Poutine qui est effectivement fragilisé, comme en démontre un petit peu la vitesse à laquelle il a voulu faire les référendums d'annexion des 4 provinces ukrainiennes. Donc ça, cette volonté d'aller dans la précipitation, ça montre quelque part un pouvoir aux abois. Les Russes descendent de plus en plus dans la rue pour manifester leur mécontentement. Donc là, pour le moment, on peut se dire, ah bah c'est super, voilà, le problème va se régler, Poutine va tomber. Des grondements s'élèvent au sein du haut commandement de l'armée russe. Et c'est là, en fait, où je me pose des questions.
Et aussi incroyable que ça paraisse, celles et ceux qui haussent le plus la voix ne sont pas les pacifistes, mais des personnes influentes qui trouvent que ça ne va pas assez loin. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Et les médias, évidemment, ils n'en parlent pas. Ils concentrent leurs attaques sur Vladimir Poutine, mais ils n'essayent pas de, de, de creuser un petit peu. Et moi, en fait, j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu suivi, notamment quelques citations. On peut par exemple dire, les gens savent, notre peuple n'est pas stupide et il voit qu'on ne veut pas lui dire ne serait-ce qu'une partie de la vérité. Cela peut entraîner une perte de crédibilité, a déclaré Andrei Kartapolov, un ancien général. L'ennemi est sur nos terres, tous les villages frontaliers de la région de Belgorod sont pratiquement détruits, a-t-il poursuivi, alors que les tirs se sont multipliés dans cette région située à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Le chef adjoint de l'administration civile et militaire de la région annexée de Kherson en Ukraine a laissé libre cours à sa colère dans une vidéo publiée sur un Telegram jeudi, estimant que l'héroïsme des soldats russes n'est pas en cause dans leur déroute actuelle. Il a fustigé leur commandement et relayé un appel au suicide du ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Par ailleurs, l'impitoyable leader de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, très impliqué dans la guerre en Ukraine, veut envoyer ses 3 fils adolescents au front. Akhmat, Eli et Adam ont respectivement 16, 15 et 14 ans et suivent une formation militaire depuis leur jeune âge. Il fait par ailleurs pression sur Poutine pour utiliser l'arme nucléaire tactique en Ukraine. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand je vois les grondements, les manifestations contre ce qui se passe, c'est pas qu'ils demandent la paix, et c'est ça qui m'inquiète, moi. Encore, ils demanderaient la paix. Ils trouvent que ça ne va pas si loin, que ça ne va pas assez loin. Et donc, un renversement de Vladimir Poutine n'amènera pas plus de modération au sein de la Russie, contrairement à ce qui s'est passé avec la mise à genoux de l'Allemagne nazie par les Alliés en 1945. On compare beaucoup Poutine à Hitler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Allemagne, quand la République de Weimar est tombée et que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, Adolf Hitler et les nazis étaient à l'extrémité de l'échiquier allemand. C'est l'extrême droite allemande. Là, aussi incroyable que ça puisse paraître, Vladimir Poutine n'est pas à l'extrémité de l'échiquier politique russe. Et j'embraye, même les principaux opposants au régime de Vladimir Poutine, donc Mikhail Khodorkovsky et Alexei Navalny, donc Navalny qui est quand même soutenu par les Occidentaux, qui a été mis en prison par Vladimir Poutine, admettent que la presqu'île de Crimée annexée par Moscou au printemps 2014 ne reviendra pas dans le giron ukrainien. Donc ça, c'est vraiment important à voir, à comprendre, c'est que Vladimir Poutine, clairement, je ne vais pas le soutenir. Hein, voilà, je veux dire, ne peut pas soutenir quelqu'un qui peut nous envoyer en prison parce qu'on est mécontent, on est dans l'opposition. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la politique, à la philosophie russe, Poutine n'est pas forcément à l'extrémité de l'échiquier politique. Et on voit que même ses opposants, les opposants les plus durs, hein, Navalny est très 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 dur. D'ailleurs, il a même espéré que Poutine soit assassiné. Donc, je veux dire, il est quand même, c'est un opposant très virulent. Et pourtant, bah, il trouve qu'une des rares choses que Poutine ait fait, c'était justement d'annexer la Crimée. Et donc ça, il faut vraiment faire attention à à dissocier Vladimir Poutine de la population russe. On peut vaincre un dictateur, on a vaincu Kadhafi, on a vaincu Saddam Hussein. Par contre, si on a 2 populations qui luttent l'une contre l'autre, ça sera beaucoup plus compliqué de mettre un terme au problème. Donc ça, c'est la première ligne de fracture qui pourrait nous amener à un conflit dur et à un risque d'escalade. Deuxième fracture, ça on en parle beaucoup moins bien évidemment, c'est la 5e République en France qui est de plus en plus fragile avec un Emmanuel Macron qui est aussi aux abois. Alors on parle beaucoup de la Russie où Vladimir Poutine est dans une situation de plus en plus inconfortable, mais la situation en France est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît, surtout sur le plan économique. Parce qu'en fait, on a été surpris. En fait, on pensait, moi le premier, que
quand la Russie a envahi l'Ukraine, que les sanctions économiques allaient mettre à genoux la Russie, mais que dans le même temps, la Russie allait gagner militairement et de manière totale face à l'Ukraine. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie est en retraite par rapport aux Ukrainiens, et bizarrement, la Russie résiste très bien économiquement face aux sanctions, alors que les Européens, finalement, se prennent les sanctions comme effet boomerang. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. L'inflation atteint des niveaux problématiques en Europe et en France. Les taux montent fortement. On est presque à 3% de taux d'intérêt en France, alors qu'il n'était qu'à 0% il y a 10 mois. Et ça va avoir énormément d'impact sur la solvabilité de l'État français, mais également sur le marché immobilier. Emmanuel Macron doit satisfaire les marchés financiers, rassurer la Commission européenne et honorer ses promesses de campagne vis-à-vis des argentiers qui ont financé sa réélection. Pinault, Bernard Arnault, etc. Je ne vais pas radoter là-dessus. Et donc, cela va impliquer des baisses d'impôts pour les grandes entreprises et pour les plus riches, par exemple la suppression de la CVAE. Donc la CVAE, c'est une taxe sur les entreprises qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais évidemment, ces baisses d'impôts vont être couplées à des réformes sur les régimes de retraite et de l'assurance chômage. Cela va occasionner donc des transferts de richesses des classes moyennes, donc ceux qui bénéficient du régime général des retraites et de l'assurance chômage, vers les plus riches. Emmanuel Macron, ça c'est important de le savoir, croit beaucoup au ruissellement et au fait que chaque euro gagné par les riches reviendra dans l'économie, ce qui n'est pas le cas des euros, entre guillemets, donnés aux plus modestes. Et donc, si on compare, on est un peu dans la même situation. Quand on regarde la Révolution française, par exemple, elle n'a pas démarré par des manifestations spontanées dans la rue. La France est dans une situation difficile. L'État devait beaucoup d'argent à ses créanciers et Louis XVI euh, devait, devait mettre en place de nouveaux impôts qui seraient supportés évidemment par la population et il a convoqué pour mettre en place de nouveaux impôts les États généraux, parce que les nobles, évidemment, ne voulaient pas être taxés, et donc il a convoqué les États généraux, donc qui rassemblaient le tiers-État, le clergé et la noblesse, pour mettre en place de nouveaux impôts afin que la France échappe à la faillite. Et c'est ce qui a déclenché la Révolution française avec la fronde, justement, du tiers-État, qui est devenue l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est finalement le descendant, l'héritier de ce qu'était le tiers-État avant la Révolution française. Et là, en fait, on voit que finalement, il y a des similitudes. On a une France qui est dans une situation difficile. On a Emmanuel Macron qui est ici, qui est en place, alors pas par la volonté divine comme Louis XVI, mais qui est en place par la Commission européenne, qui est soutenue par les marchés financiers et par des grands patrons, voilà, des grosses fortunes. Et il doit leur envoyer l'ascenseur. Il doit faire des réformes, il doit faire passer des réformes dont certaines sont utiles. On sera obligé de travailler plus longtemps. Ou alors, il faut mettre de côté, moi comme je le fais moi-même, hein, si je veux partir à la retraite à 60 ans, mettre de côté et faire soi-même sa propre retraite. Mais on est obligé de faire quelque chose sur le régime des retraites. Sauf que, évidemment, Emmanuel Macron a une opposition assez forte. Et malgré le fait que des grands médias parlent très peu des réformes entreprises par le gouvernement, en orientant l'opinion publique sur des sujets tels que l'Ukraine ou la Coupe du Monde de football, Macron est confronté à une Assemblée nationale qui le marque à la culotte. Ça, c'est la grosse différence avec 2017. Cette fois-ci, Emmanuel Macron a une Assemblée nationale qui lui est hostile. Il doit donc, en plus de contrôler les médias, donc ça c'est chose faite depuis 2017, mater l'Assemblée nationale. D'où ces menaces de dissolution de l'Assemblée nationale si celle-ci ne va pas dans le sens des réformes que souhaite entendre le maître de l'Élysée. Je mets des guillemets au maître de l'Élysée, un peu en référence au maître du Kremlin, qu'est Vladimir Poutine. Et ça, c'est du jamais vu depuis 1958 qu'un président se montre aussi menaçant vis-à-vis du Parlement. Et cette situation est d'autant plus fragile que la France se distingue des autres pays européens qui ont des régimes
parlementaire. Donc la France, on dit que c'est un pays démocratique. En réalité, les personnes qui analysent ça disent qu'en réalité, la France est de plus en plus une monarchie présidentielle. Et là, je vous renvoie aux œuvres et aux vidéos de Philippe Fabry qui explique clairement qu'il y a un vrai problème de crise de régime en France. Et moi, je partage son point de vue. Il y a un vrai risque de révolution nationale en France et de changement de régime avec un passage d'une cinquième à une sixième république qui sera peut-être plus parlementaire, un peu comme ce que font les autres pays européens. Reste à savoir, est-ce que ce passage va se faire en douceur ou dans la violence, parce qu'évidemment, cela signifierait un désaveu pour Emmanuel Macron, un peu comme ce qui arrive à Vladimir Poutine en Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est important à regarder. Alors, c'est vrai qu'on nous oriente beaucoup à regarder ce qui se passe en Russie, etc. Mais il y a des choses à voir en France. La situation d'Emmanuel Macron, elle est très fragile. Il a une Assemblée nationale qui est contre lui. Pour le moment, les médias le soutiennent, bien évidemment, mais l'Assemblée nationale voilà, n'est pas forcément favorable. Donc, il essaye un petit peu de mettre la pression, mais ça peut mal tourner, cette histoire. Troisième ligne de fracture, la zone euro et l'Union européenne est en proie à de véritables lignes de fracture entre un fédérationnisme un peu forcené et des nationalismes. Et là encore, on voit, avec le temps qui passe, on a de plus en plus la Commission européenne qui met ses affaires sur de plus en plus de sujets qui relevaient de la politique des États. Et on voit que, par exemple, Madame Ursula von der Leyen, qui dirige l'Union européenne, est de plus en plus contestée par un grand nombre de pays qui virent à droite. On peut citer la Hongrie de Viktor Orban, qui s'affiche clairement pour la Russie. Mais depuis, il y a la Suède qui vire à droite et surtout l'Italie qui a permis l'accession au pouvoir de Madame Meloni, qui s'oppose frontalement à l'Union européenne. Alors même si Madame Meloni n'est pas pour l'Italie exit, elle va sans doute s'opposer à l'Union européenne sur des sujets budgétaires et relatifs à l'immigration. Et là, on pourrait assister à une véritable fronde menée par certains pays de l'UE vis-à-vis de la Commission européenne qui dirige sans la moindre concession. Donc on rappelle que la fermeture de Sputnik et de Russia Today, là encore, moi je ne suis pas pour les médias russes, n'ont pas été décidées par le CSA, mais par Madame von der Leyen en personne. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Ce n'est pas le fait qu'on ait fermé Sputnik ou Russia Today qui me dérange, parce que bon, j'imagine qu'en Russie, ils font pareil. Je pense qu'ils censurent aussi les médias occidentaux. Ce qui me dérange, c'est que la décision n'a pas été prise par l'État, par des autorités souveraines françaises, mais par une décision supranationale, la Commission européenne, qui s'est substituée aux pouvoirs décisionnaires nationaux. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant et qui soulève pas mal de protestations, y compris en France. Donc moi, je ne suis pas spécialement pro-russe, mais c'est quand même remarquable de voir comment une entité supranationale se substitue aux autorités souveraines des différents pays. Personnellement, bon, je ne prêche pas le nationalisme ou le pana-européanisme, mais cette ligne de fracture entre l'Union européenne et certains États membres n'est pas à prendre à la légère, surtout si dans le même temps, Emmanuel Macron est renversé ou considérablement affaibli suite à une dissolution qui tourne mal. Pour le moment, Madame Meloni, Monsieur Orban, la Suède ne sont pas assez costauds pour faire front face à Madame von der Leyen parce qu'elle est soutenue par Emmanuel Macron qui symbolise aussi, qui incarne les élites mondialisées. Mais si jamais Emmanuel Macron devait tomber suite à une crise du régime français, ça serait une énorme conflagration sur l'Union européenne et la zone euro. Et enfin, dernière grosse ligne de fracture qui nous concerne beaucoup, surtout les investisseurs, ce sont les banques centrales occidentales prises entre la faucille de la dette et le marteau de l'inflation. Alors, je vous refais un peu la séance. Il y a un peu plus d'une semaine, la dette britannique a été attaquée par les marchés qui avaient des doutes sur la capacité du gouvernement anglais à maîtriser son budget suite aux mesures prises pour aider les ménages et entreprises à absorber le choc inflationniste. Les investisseurs se sont mis à vendre en masse les obligations
d'État britanniques qu'on appelle les gilts. Les prix des obligations se sont effondrés. Forcément, si les investisseurs vendent un actif, son prix s'effondre, c'est l'offre et la demande. Les taux qui évoluent en sens inverse des obligations, donc les taux britanniques se sont envolés, dépassant le niveau critique des 5%. La livre britannique a alors, dans le même temps, chuté, et les probabilités que l'État du Royaume-Uni fasse défaut, fasse faillite, ont augmenté. C'est quand même incroyable. Là, on ne parle pas de l'Argentine, on parle du Royaume-Uni. La Banque centrale d'Angleterre, la Bank of England, a alors dû en urgence faire machine arrière et relancer le quantitative easing pour faire baisser les taux longs. Mais ce type d'intervention sur le marché obligataire, couplé aux aides gouvernementales à la population, est par nature inflationniste. Donc les marchés ont d'abord salué en début de semaine cette réaction de la Banque d'Angleterre, ce qui a expliqué le gros rebond observé. Les investisseurs se disant que les banques centrales vont redevenir amies. Mais cela relance par nature l'inflation. Faire du quantitative easing, planche à billets, revient à jeter en fait de l'essence pour accélérer la machine. Si vous n'avez pas de feu, donc si on compare l'inflation à un feu, c'est pas grave en soi, vous balancez de l'essence, il n'y a pas de feu, bah, l'essence ne va pas s'embraser tout seul. Mais là, comme le feu de l'inflation n'est pas encore maîtrisé, lancer de l'essence pour empêcher les dettes d'être attaquées va attiser l'incendie et risque d'accélérer l'inflation et la destruction de la monnaie. Et donc, pour moi, il y a un vrai risque à terme de passer par un reset monétaire et une destruction de la monnaie par l'inflation pour éponger les dettes. Il y a un vrai risque, sachant qu'avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, l'Iran aussi, bah forcément, c'est assez facile, ça sera assez facile pour nos dirigeants de faire tourner la planche à billets pour éviter le défaut, éviter la faillite, faire marcher la planche à billets, laisser l'inflation filer et dire aux populations que finalement l'inflation c'est lié à Poutine, que c'est lié à l'Iran, que c'est lié à ceci ou à cela. Et donc ça c'est un peu ce qui m'inquiète et c'est un petit peu ces quatre fractures, ces quatre lignes de faille qui peuvent aujourd'hui être assez inquiétantes, aussi bien pour le ménage moyen que pour l'investisseur. Alors si maintenant je passe aux autres actualités, donc on a les élections au Brésil, on a le deuxième tour en vue entre Bolsonaro et Lula. Alors Lula était donné archi favori, mais Bolsonaro a créé la surprise en se qualifiant au second tour et en étant au coude à coude. On a aussi, inquiétant, des banques qui commencent à montrer des signes de faiblesse face à l'envolée des taux. Donc là, c'est un petit peu, donc on a eu une déflagration, c'est la hausse des taux, hein, la hausse des taux, et là, en fait, on va commencer à voir des acteurs qui commencent à tirer la langue, qui ne peuvent pas supporter cette hausse massive des taux. Alors, on a Crédit Suisse qui clairement a laissé poindre des gros signes d'inquiétude. On a également des rumeurs sur la Deutsche Bank et a priori, une grande banque française, alors je ne vais pas citer le nom, mais il y a des rumeurs qui évoquent explicitement le nom d'une banque française qui semble être en difficulté face aux montées de taux. Et donc ça, c'est assez inquiétant. Je rappelle que la crise des subprimes a démarré suite à des hausses de taux de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne qui a entraîné la difficulté des emprunteurs immobiliers et des banques et qui a mené à la faillite de Lehman Brothers. Donc attention, il faut surveiller aussi ce qui se passe du côté des banques, comment elles encaissent la hausse des taux. Et enfin, autre actualité, assez inquiétante aussi, c'est l'énergie. L'Arabie Saoudite et la Russie veulent un pétrole plus cher, et c'est pas moi qui le dis, c'est le monde. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas un média complotiste, hein, donc c'est vraiment un média qui a pignon sur rue. Le cartel OPEP, plus donc l'Arabie Saoudite, les pays arabes, plus la Russie, a décidé le mercredi 5 octobre de réduire sa production quotidienne de 2 millions de barils. Et ça, c'est assez inquiétant parce que cela pourrait créer une nouvelle ligne de fracture avec des pays arabes d'ordinaire affiliés aux États-Unis qui décident de se désolidariser de la politique US. Et là, l'Arabie Saoudite, c'est ça qui est marrant, c'est que l'Arabie Saoudite aurait pu profiter des sanctions occidentales contre la Russie pour ouvrir les vannes et abreuver
les marchés occidentaux de pétrole bon marché, bizarrement, l'Arabie saoudite décide finalement de se ranger du côté de la Russie en fermant les vannes de pétrole pour faire monter le prix du pétrole. Et ça, c'est assez inquiétant de voir finalement une Arabie saoudite qui ne fait pas du tout ce que les Américains attendaient d'elle. Et ça pourrait créer une nouvelle ligne de fracture qui pourrait alimenter les risques inflationnistes. Donc voilà un petit peu pour une actualité assez inquiétante quand même, parce que on voit qu'on a vraiment des lignes de fracture. Il ne suffira pas, voilà, que Poutine parte ou soit assassiné pour mettre fin au conflit. On voit que le conflit est enraciné, il est beaucoup plus profond que la personne de Poutine. On voit qu'en France, la situation n'est clairement pas agréable. Emmanuel Macron n'a pas une grosse assise contrairement à 2017. On voit qu'au niveau européen, Madame von der Leyen n'est pas non plus en odeur de sainteté auprès de nombreux pays, notamment l'Italie, qui n'est pas rien. Et puis, on a ces problèmes de politique monétaire des banques centrales qui sont réellement prises en tenaille entre l'inflation et la gestion des dettes. Alors, à propos des dettes, on va passer au marché, le marché des taux. On voit, hein, là, on a eu une petite accalmie sur les taux français qui se sont détendus suite aux propos, à la décision de la Banque d'Angleterre. Et tout de suite, les taux français qui repartent à la hausse. Et là, on va avoir le test des 2,83% des taux français. Ça, c'est une zone très importante et on va voir si elle va être franchie. Sur les taux britanniques, c'est assez fou. On a eu la dette, les taux anglais, les taux 20 ans anglais qui sont montés à plus de 5%, qui en quelques heures sont redescendus à 4% suite à l'intervention de la Banque d'Angleterre. Et malheureusement, les marchés continuent à tester la Banque d'Angleterre, des taux anglais qui repartent à la hausse à 4,60%. C'est énorme, en même pas une semaine, on a eu des variations de taux de 1% en même pas une semaine, alors que je vous rappelle que pour qu'un taux bouge de 1%, il fallait parfois plusieurs années pour que les taux montent ou baissent de 1%. Là, en une semaine, on a eu des allers-retours de 1%. Et 1% d'évolution sur les taux longs, c'est des variations obligataires, de valorisation obligataire qui peuvent bouger de plus ou moins 20% en quelques jours. Donc c'est assez inquiétant et ça, c'est pas forcément un signe de stabilité. Pareil, sur les taux américains, le répit aura été de courte durée et on voit que les taux américains, les taux longs américains repartent à la hausse. Plus inquiétant, on a une inversion de la courbe des taux américaine qui devient de plus en plus forte. Maintenant, on a quasiment un écart entre les taux longs et les taux courts de 75 points de base. On a des taux courts américains, les taux 2 ans américains, qui sont 75 points de base au-dessus des taux longs, avec des taux 2 ans américains qui sont à 4,5%. Et là, effectivement, la question qui se pose, est-ce que ça ne serait pas forcément le bon moment d'investir sur des obligations courtes, donc de maturité 2 ans, des obligations courtes américaines? 4,5% sur 2 ans, c'est un rendement qui commence à devenir intéressant. Voilà. Alors c'est une question, attention, voilà, attention, chaque situation patrimoniale est différente, mais c'est vrai que on peut se poser la question. Se poser la question, ça ne veut pas dire répondre par oui ou par non, ça dépend qui est l'investisseur. Alors on va passer au spread. Alors sur les spreads, il n'y a pas eu grand-chose, hein, ça n'a pas énormément bougé. Les taux bougent, mais ce sont tous les taux qui bougent de manière, on va dire, synchronisée. Mais on n'a pas des écartèlements de spread, que ce soit pour la France par rapport à l'Allemagne ou pour l'Italie par rapport à l'Allemagne. Sur le Forex, sur le marché d'échange, l'euro-dollar, donc il a bien remonté, hein, un peu dans le sillage des taux. Hein, quand les taux ont baissé, les taux se sont descendus, l'euro est remonté pour tester la parité, mais évidemment, ça n'a malheureusement pas duré. Et là, on voit que l'euro rechute et semble vouloir se rediriger vers la zone des 95 centimes de dollars pour 1 euro. Idem par rapport au franc suisse.
Et on a un retour de l'accalmie sur la livre sterling. Vous voyez, il y a 2 semaines, comment la livre sterling a été attaquée. Et là, on a eu un répit sur la livre sterling. Et là, on a la livre sterling qui repart légèrement à la baisse par rapport à l'euro. Mais pour le moment, ça tient. Mais c'est un équilibre qui reste précaire. On pourrait très très bien avoir une nouvelle tempête sur le marché des changes, sur la livre sterling et sur les taux. Alors maintenant, on va passer au marché actions. Toujours dans cette droite lignée, toujours pareil, on a eu un fort rebond au début de la semaine. On a eu les taux qui se sont détendus. La Banque centrale anglaise qui a rassuré, qui a montré qu'elle était prête à relancer la planche à billets pour soutenir la livre sterling et les marchés obligataires. Et donc, du coup, les marchés se sont dit, tiens, peut-être que aussi la Réserve fédérale va infléchir sa politique monétaire. Il y a eu un espoir, ce qui a favorisé le fort rebond des marchés. Et puis, on a aussi cette logique de flux. Je rappelle que début octobre, c'est le début du 4e trimestre. Les assureurs vie ont pour le moment des cash flows positifs. Donc, en général, les assureurs vie reçoivent plus d'argent qu'ils ne doivent rembourser. Les gens, quoi qu'on en dise, ont encore de l'argent. Donc, les assureurs vie ont reçu pas mal ce qu'on appelle des versements programmés de la part des assurés au 4e trimestre et les gérants actions en ont profité pour acheter du CAC 40, pour renforcer le CAC 40 ici à ces niveaux. Donc ça a aussi accéléré le rebond du CAC 40, mais évidemment, comme les marchés commencent à se poser des questions sur la capacité des banques centrales à arrêter les hausses des taux, à baisser, voire même à les baisser ou à relancer la planche à billets alors qu'il y a de l'inflation, évidemment, ça a entraîné une reprise de l'inquiétude sur les actions et on a vu le CAC 40 rebaisser en direction des 5800 points. Alors, c'est un peu pareil pour le Dow Jones qui a bien rebondi, donc pareil, comme pour le CAC 40, on a eu une première partie de semaine avec un beau rebond du Dow Jones, 2000 points de hausse, mais très vite, plus de 50% de la baisse, les 2 tiers de la hausse ont été effacés. C'est plus que le CAC 40. Alors pourquoi? Parce que le Dow Jones et les entreprises du Dow Jones sont en plus pénalisées par l'appréciation du dollar. Sur le Nasdaq, la situation est un peu la même. On a toujours ce rebond en début de semaine et une rechute après, mais la rechute est encore plus violente que pour les autres indices puisque le Nasdaq a déjà abandonné 80% de ses gains enregistrés en début de semaine. Et là, il va falloir surveiller les supports des 11 000 points et des 10 800 points. Parce que si on casse 10 800 ou 11 000 points, le Nasdaq pourrait baisser beaucoup plus fortement. Alors sur le Nikkei, on a à peu près le même mouvement du Nikkei qui a aussi, comme les autres places, bien rebondi en début de semaine avant de s'effriter. Sauf que le Nikkei n'a abandonné que 30% de ses gains du début de semaine, notamment grâce au yen faible. C'est toujours le yen, en fait, ce qu'on observe depuis plusieurs mois, c'est le yen qui absorbe une partie des secousses qui touchent les bourses mondiales. Au Japon, c'est le yen qui prend sur lui une partie des secousses mondiales. Et c'est ce qui explique pourquoi le Nikkei résiste plutôt bien à ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Sur la Chine, c'est un peu pareil. Donc, la bourse chinoise a fortement rebondi en début de semaine, exactement comme les bourses occidentales. Puis, la bourse chinoise a perdu 50% de ses gains acquis durant le début de la semaine. Sur l'Inde, par contre, pas grand-chose à signaler. La bourse indienne a fait du surplace sur la semaine. En Afrique du Sud, c'est un peu la même chose que sur le CAC 40, toujours. Le rebond en début de semaine, puis le reflux. Sauf qu'évidemment, le rebond a été moins violent en Afrique du Sud et donc le reflux est moins fort que sur le CAC 40. Et enfin, la bourse brésilienne qui évolue à contre-tendance des autres bourses, des autres places. La bourse brésilienne qui rebondit très fortement, mais arrive à garder ses gains, contrairement aux autres places. La raison vient essentiellement du fait que Lula, qui était donné archi-favori aux élections, est en difficulté face à Bolsonaro, qui s'est qualifié pour un second tour incertain. Et
Là encore, on peut être pour ou contre Bolsonaro, hein, comme avec Trump. Les marchés financiers préfèrent une politique plus libérale et nationale de Bolsonaro qu'une politique sociale de Lula qui est jugée plus adverse par rapport au marché financier. Donc voilà un petit peu sur les marchés actions. On passe aux métaux précieux. L'or avait bien aussi un pareil, hein, l'or avait commencé à remonter. Il a commencé la semaine en hausse, comme les marchés actions. Donc il est même venu tester les 1720 points. Et comme pour les marchés actions, il a perdu 50% de ses gains de la semaine. Néanmoins, la configuration actuelle de l'or, elle est plus solide que sur les actions. Pourquoi? Parce que l'or, en fait, avait commencé à rebondir avant la fin de la semaine dernière, avant le début de la semaine. Au début de la semaine, il y a eu un rebond de l'or, mais en fait, l'or avait déjà commencé à rebondir au milieu de la semaine dernière. Comme si, en fait, le marché des métaux était en avance de phase sur les marchés actions. Alors, sur l'argent, la situation est encore plus favorable que sur l'or, parce que, en fait, l'argent a, vous voyez, on voit, hein, l'argent sur les les 5 dernières semaines, depuis début septembre, l'argent est sur une tendance haussière. Alors, c'est une tendance haussière de court terme, certes, mais il est sur une tendance beaucoup plus solide. On a même été chercher les 21,30 $ sur l'argent, donc c'est des niveaux plus vus depuis juillet. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'argent. Donc l'argent, évidemment, il a reflué à la fin de la semaine, hein, comme sur les actions, avec la hausse des taux, mais on sent que ça résiste beaucoup mieux que les actions. Et là, on va voir si la zone des 20 $ l'once va tenir. Le palladium a bien rebondi en début de semaine aussi, mais il a abandonné la totalité de ses gains. Et le platine, alors le platine a très bien rebondi, hein, il a rebondi sur la zone des 850 $ et il arrive à tenir le seuil des 900 $ l'once. Donc on a en fait sur les métaux précieux, si je synthétise, on a un palladium qui ne fait pas grand-chose, qui montre des signes de fragilité, on a l'or qui montre des signes de résistance et le platine et l'argent qui clairement montrent une velléité de vouloir chercher à partir en tendance haussière, du moins à court moyen terme. Alors on va passer aux matières premières. Pétrole, très fort rebond du pétrole, dont l'intensité ne faiblit pas malgré le renforcement du dollar. Donc ça, c'est très inquiétant. Regardez la force du pétrole. Le pétrole est monte de manière continue. Il a même accéléré le rebond vendredi dernier, alors même que le dollar se renforce. Donc le pétrole libellé en dollars augmente et le dollar augmente en euros. Donc je vous laisse imaginer le pétrole libellé en euros, la violence à laquelle il augmente. Et ça, c'est assez inquiétant pour l'inflation. Et ça matérialise vraiment une ligne de rupture. Si la BCE continue à monter ses taux d'intérêt, on le voit, on risque d'avoir des problèmes de spread entre les différentes zones géographiques, entre l'Italie, la France, l'Allemagne. On risque d'avoir des problèmes d'insolvabilité de certains acteurs. On risque d'avoir une crise immobilière d'anthologie. On risque d'avoir des entreprises qui mettent la clé sous la porte, des banques en difficulté. On le voit avec le Crédit Suisse, on le voit avec la Deutsche Bank, on le voit avec certaines banques françaises. Donc si la BCE continue à monter les taux, on voit le risque systémique sur les banques. Mais si elle fait machine arrière alors qu'on a déjà de l'inflation, là on peut avoir une perte de confiance vis-à-vis de la monnaie européenne et vis-à-vis de la stabilité des prix en général. Donc là, c'est vraiment assez compliqué, c'est assez inquiétant ce qui se passe sur le pétrole et c'est attisé, ça s'explique aussi par la décision de l'Arabie Saoudite de se désolidariser des États-Unis d'Amérique et paradoxalement de suivre finalement la Russie. Donc voilà, donc attention, il y a quand même des choses qui ne tournent pas très rond. Alors pour le gaz naturel, par contre, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le gaz, hein, c'est pas grand-chose à signaler. On aurait pu croire une plus grosse volatilité, mais pas grand-chose. Sur le cuivre, alors le cuivre, pareil, hein, il a bien augmenté durant une partie de la semaine avant de perdre tous ses gains durant les 2 derniers jours de la semaine
suite aux craintes sur les taux d'intérêt. Alors le blé a perdu l'intégralité de ses gains de début de semaine et revient sous son niveau de la semaine dernière. Mais au vu de l'amplitude des mouvements, on peut considérer que ces mouvements sont peu significatifs sur le blé. Et puis pareil sur le maïs, on voit pas grand-chose, hein, ça aussi, mais il n'y a pas vraiment des variations significatives. Et enfin, je vais terminer rapidement par les cryptos. Pas grand-chose à signaler, c'est un peu la volatilité, elle est essentiellement sur le marché obligataire et sur les marchés actions. Sur les cryptos, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Le Bitcoin continue à fluctuer autour des 20 000 dollars. Et pareil hein, pour l'Ethereum, hein, pas grand-chose à signaler hein, sur l'Ethereum, c'est vraiment le calme plein. Alors en conclusion, surveillez les lignes de fracture qui peuvent entraîner des changements de paradigme. Donc il ne faut pas se laisser aveugler, distraire par le bruit médiatique, les médias qui vont vous parler de la Coupe du Monde de foot, qui vont vous parler, vous parler du héroïsme des Ukrainiens. Attention, je ne remets pas en cause l'héroïsme des Ukrainiens, mais les médias n'arrêtent pas de vous faire du bruit autour en se moquant des Russes, etc., etc. Mais il ne faut pas se laisser absorber, aveugler par les lignes de faille qui apparaissent aujourd'hui. Je rappelle hein, les 4 failles, les 5 failles même, failles géopolitiques, quid de l'après-Poutine en Russie. Ok, faire tomber Poutine, c'est très bien, mais qui va le remplacer? Est-ce que ce sera un régime beaucoup plus dur, avec comme des gens comme Kadyrov, etc., qui pourraient finalement aller encore plus loin que ce que fait Poutine aujourd'hui dans la guerre? Et ça, c'est pas forcément bon pour nous. Fracture politique en France. Donc ça, évidemment, les médias n'en parlent pas, mais Emmanuel Macron est beaucoup, beaucoup plus fragile que ce qu'il n'y paraît. Hein, et on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'Emmanuel Macron sera le dernier président de la Ve République? Fracture européenne, est-ce que Mélanie aura la peau de Ursula von der Leyen? Pour le moment, Madame von der Leyen, c'est facile finalement de clouer le bec à la Grèce, à la Hongrie de M. Orban, etc. Là, il y a quand même l'Italie de Giorgia Meloni, et là, ça sera un autre morceau pour Madame von der Leyen. Fracture monétaire, est-ce que les banques centrales vont aller jusqu'au bout de leur politique de hausse des taux au risque, voire même à la certitude de provoquer des faillites? Et ça on en est sûr, hein, le patron de la Fed a dit clairement qu'il faut plus de chômage pour résorber l'inflation. Est-ce que les banques centrales iront jusqu'au bout au risque de provoquer des faillites, ou est-ce qu'elles feront machine arrière et avec le risque de l'hyperinflation ou du reset monétaire? Et enfin, la 5e ligne de fracture, c'est la fracture énergétique. Est-ce que les pays arabes vont vraiment rompre avec la doxa états-unienne? Et ça, c'est aussi très important à suivre. Alors, je vais parler un petit peu de mon portefeuille. Alors, moi, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant, moi, je ne prends pas parti. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis ni pro-Poutine, ni anti-Poutine, ni pro-Macron, ni anti-Macron, ni voilà. Moi, mon objectif, je suis investisseur. Je me bats pour la liberté financière, pour ma liberté financière, et je ne veux pas que mon avenir dépende des réformes sur les retraites que veut faire passer tel ou tel gouvernement. Moi, ce que j'ai envie et ce que je vous encourage, c'est de prendre en main vos finances personnelles plutôt que d'attendre qu'une décision gouvernementale vienne vous aider. Parce que le gouvernement, il sert ses intérêts hein, et les intérêts des plus puissants, pas des nôtres en tout cas. Et donc moi, j'ai profité du rebond des marchés actions pour shorter partiellement certains indices. Et c'est ce qui explique un petit peu la progression ici de mon PNL réalisé. J'ai shorté un peu le Dow Jones aux environs un peu de 29 800 points. Et puis j'ai racheté. Hein, moi, quand je short, je ne m'amuse pas à shorter sur des semaines ou des mois. J'ai vite coupé mes positions, ce qui explique un petit peu une remontée de mon PNL réalisé. J'ai également, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, j'ai également pris des positions sur les obligations courtes américaines. Donc j'ai acheté des obligations américaines de maturité 2 ans parce que je pense que si jamais
on approche du pivot de la Fed, les taux qui vont commencer à baisser en premier, ce sont les taux courts américains. Parce que les taux courts américains, ils sont déjà à 4,5. C'est-à-dire que les taux 2 ans américains ont déjà anticipé une hausse de taux de 75 points de base et une nouvelle hausse des taux de 50 points de base. Donc les taux courts américains ont déjà pricé au moins encore 1% de hausse des taux de la Réserve fédérale. Et donc forcément, c'est un petit peu les taux courts américains, ce sont ceux qui se retourneront en premier dès que la Réserve fédérale commencera à s'essouffler dans son régime de remontée des taux américains. Alors les indicateurs de mon portefeuille, donc évidemment, mon portefeuille à l'image de ce qu'ont fait les marchés a bien rebondi. Je suis passé de moins 9% en year-to-date à moins 4%. Donc ça a été quand même, j'ai réussi à effacer la moitié de mes moins-values. Néanmoins, j'ai abandonné aussi une partie de mes gains en fin de semaine et mon portefeuille revient à moins 7%. Bon, ce qui n'est pas si mal parce que, évidemment, de tête, le CAC 40 qui est à peu près à 5800 points, 5800 par rapport aux 7150 du début de l'année, ça fait moins 17% de baisse depuis le début de l'année. Bon, moi, avec mes moins 7%, ça va. Donc, quand on regarde, donc évidemment, ma performance réalisée, elle est à 0,92. Donc, j'ai réalisé quelques plus-values, notamment en coupant des positions short sur le Dow Jones. Par contre, évidemment, ma performance totale, on est aujourd'hui à moins 7%. Donc, c'est pas forcément ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est toujours ce ratio de latence. Je n'ai pas énormément de stock de plus-value. Je n'ai que 70 euros de plus-value latente que je peux réaliser contre plus de 2000 euros de moins-value latente. Donc, du coup, j'ai un ratio de latence de 3,21%. Néanmoins, et là où je suis plutôt optimiste, c'est que j'ai encore une très très bonne réserve de marge disponible. J'ai encore une capacité d'investir sur les marchés, ce qui peut me permettre finalement de me positionner sur des indices si jamais la bourse devait connaître un nouveau mouvement de capitulation. Donc ça, c'est la photo de mon portefeuille. Et évidemment, on a des marchés obligataires qui, cette semaine, se sont un peu dégradés. Donc évidemment, donc la semaine dernière, j'étais quasiment à l'équilibre sur l'obligataire. Là, j'ai de nouveau 34 euros en moins-value sur l'obligataire. Donc ça encore, c'est quelque chose que je surveille parce que autant sur les actions, je peux laisser filer mon portefeuille, autant sur l'obligataire, il va falloir que je fasse attention parce que à la fin du mois de novembre et début du mois de décembre, il y aura un nouveau rollover sur le portefeuille obligataire. Donc ces 34 euros de moins-value latente peuvent potentiellement devenir du réalisé. Évidemment, sur les actions, évidemment, je suis à 700 euros de moins-value depuis le début de l'année. Sur les métaux précieux, ça se calme sur les métaux précieux, puisque j'étais à un moment à plus de 1200 euros de moins-value. Là, je suis revenu à 775 euros de moins-value sur les métaux précieux, notamment grâce à la bonne tenue de l'argent. Et puis sur le reste, sur les matières premières, évidemment, je gagne un petit peu sur le pétrole et le gaz, mais évidemment, je suis en perte sur les autres matières premières. Puis sur les cryptos, ma foi, voilà, je suis légèrement en perte. Bon, 345 euros, c'est un peu plus de 1% de mon portefeuille, c'est pas non plus énorme. Donc ce que je surveille, ce que je continue à surveiller, c'est l'évolution de mon portefeuille obligataire parce que c'est lui qui va driver les autres actifs. Et je vous montre aussi cette position que j'ai prise sur les taux courts américains. Donc j'ai acheté des obligations américaines Treasuries de 2 ans parce que je trouve que des obligations américaines courtes à 2 ans qui délivrent du 4,5% de rendement, ma foi, c'est pas forcément si mal. Mais évidemment, pour le moment, je perds un petit peu d'argent là-dessus. Et voilà pour terminer la photo de mon portefeuille, la photo graphique de mon portefeuille. Donc, on voit toujours un portefeuille équilibré qui suit l'allocation stratégique avec un
un portefeuille obligataire, des obligations indexées à inflation, des obligations françaises, des obligations italiennes, des obligations longues américaines et courtes américaines, des obligations britanniques, des obligations allemandes. On a aussi un bloc actions, hein, avec le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, le CAC, etc. Un bloc métaux précieux, un bloc matières premières, un petit bloc crypto et un bloc forex. Donc je continue à suivre l'allocation stratégique. Mon objectif est toujours le même, essayer de limiter au maximum mes pertes durant cette phase de baisse des marchés et évidemment essayer de prendre le rebond parce que les marchés finiront par rebondir. Alors je ne sais pas quels indices rebondiront en premier. Les marchés finiront par rebondir et pour moi, il s'agira de ne pas être en dehors des marchés lorsque ceux-ci se retourneront à la hausse. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce point de marché. Donc toujours des marchés nerveux, des lignes de fracture qui clairement apparaissent et évidemment des marchés qui qui peuvent très très bien mal réagir si certains signaux négatifs sont envoyés. Ça peut venir de la Russie, ça peut venir des pays arabes par rapport aux États-Unis, ça peut venir de la situation en France qui n'est pas du tout bonne, malgré ce qu'on essaye un petit peu de nous faire croire. Ça peut venir aussi de l'Union européenne qui subit des tensions internes de plus en plus fortes. Ça peut être aussi les tensions monétaires entre des banques centrales prises en étau entre le risque de faillite d'un côté et le risque d'accélération d'inflation de l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a finalement apporté plus d'éclaircissement. En tout cas, si j'ai deux conseils à vous donner, c'est d'éviter les extrêmes, d'éviter de ne rien investir, d'être complètement en dehors des marchés, parce que l'investissement, ça reste quand même une, une protection pour faire sa retraite. Mais aussi l'autre extrême, c'est de ne pas faire du tapis, faire du all-in sur les marchés, avec le risque de vous taper des pertes de moins 20, moins 30, moins 40%, qui sont encore pires que le fait de ne pas investir. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end, une bonne semaine pour celles et ceux qui verront cette vidéo la semaine prochaine, et j'espère vous retrouver pour un nouveau point de marché à la fin, enfin d'ici une semaine, hein, vers le 15 octobre. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.